Donc en 2019, ça faisait quelques mois que je faisais un régime parce que je pouvais vraiment plus me voir dans un miroir parce que suite à mes études, j'ai pris énormément de poids. Sauf que c'était très compliqué de me contraindre dans la nutrition en fait parce que j'adore manger, j'adore passer des moments à table, j'adore prendre des repas en famille, etc. Donc je m'étais mise à l'évidence qu'il fallait que je fasse du sport et je voyais des gens courir en bas de chez moi, hein, donc je me suis dit j'ai des baskets, j'ai un short et un t-shirt dans mon armoire, je vais essayer d'aller courir. Donc je suis allée courir, j'ai couru 500 mètres et j'ai arrêté. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une coureuse amatrice, Tiffany Prince. Tiffany a un parcours de vie comme j'aime à les partager dans ce podcast. Pendant ses années collège et lycée, Tiffany se faisait faire des mots d'excuses pour ne pas aller aux cours de sport qu'elle fuyait. Quelques années plus tard, à l'âge de 24 ans, et portée par l'envie de perdre du poids, Tiffany se décide à rechausser les baskets. Les premiers kilomètres ont été évidemment très difficiles et il lui a fallu un certain temps avant de réussir à courir ses 5 puis 10 premiers kilomètres. Tiffany s'est progressivement prise au jeu en allongeant peu à peu les distances et en commençant à épingler ses premiers dossards. Le dernier d'entre eux est celui du 100 km de l'Alsace Grand Est by UTMB qui s'est tenu il y a quelques semaines. Tiffany va partager avec nous aujourd'hui cette course et plus globalement sa trajectoire sportive pour le moins étonnante, pour ne pas dire bluffante. Vous allez l'entendre, cet épisode est un joli condensé d'inspiration à destination de tous les coureurs. Mais je ne vous en dis pas plus. Tiffany va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Surprise de 100. Salut Tiffany, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? Salut Guillaume, écoute, ça va très bien. Je passe une belle journée jusqu'à maintenant. Pourvu que ça dure. Ça devrait, je suis pas très inquiet. Tiffany, on enregistre cet épisode donc le 14 juin. J'ai jeté un œil à mon horoscope du jour pour savoir de quoi cette journée serait faite. Donc elle a déjà un peu débuté. Moi je suis taureau, donc ce que me dit cet horoscope, c'est qu'avec la lune dans mon signe, en conjonction à Jupiter, cette journée est placée sous le signe de la chance. La dissonance à Vénus et Mars en Lion est là pour vous amener à vous surpasser. Donc je comprends pas tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, a priori, ça présage d'un bon moment. Et je t'ai demandé tout à l'heure ta date de naissance pour avoir ton signe zodiacal. Donc je vais pouvoir aussi te révéler ce que l'horoscope prévoyait sur ta journée qui s'est bien passée jusqu'à maintenant. Donc j'imagine que tu l'as senti, mais Jupiter est dans le signe du Taureau en conjonction avec la Lune, ce qui peut être source d'abondance et de sérénité. Pour l'atteindre, vous devrez faire confiance et miser sur la discrétion, ce qui ne sera pas une mince affaire. N'oubliez pas qu'autour de vous, l'envie peut être présente et parfois l'humilité et le silence sont de bons alliés. Bon, je vous souhaite beaucoup de sérénité, de l'humilité, je ne doute pas que tu en auras beaucoup. Par contre, sur le silence, je ne suis pas sûr que ce soit très compatible avec le podcast. Il en faut, mais il ne faut pas en abuser. Ouais, on laissera ça pour demain. Exactement. Bon, on souhaite que, en tout cas, cet horoscope se réalise. Il est 16h30, donc a priori, rien de majeur, de négatif s'est passé dans la journée, donc ils ont plutôt vu juste. Tiffany, question d'ouverture classique du podcast. Une présentation, mais tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs sur toi qui ne toucheraient pas directement au sport ? Alors, je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans, je suis professeure des écoles. Je vis en Alsace avec mon compagnon Benjamin, avec qui je suis depuis 6 ans. J'ai grandi en Alsace, dans une petite vallée qu'on appelle la vallée de Villers, qui n'est pas très loin des montagnes alsaciennes. Qui culmine à quelle altitude ? À 300 mètres d'altitude, le village. Parfait. Qu'est-ce que je peux encore dire sur moi ? Que je suis épanouie dans ma vie et c'est déjà pas mal, je pense. C'est très précieux, tu as bien raison. Tiffany, on va remonter le temps un petit peu et parler de ton enfance. Cette enfance, tu l'as passée loin des baskets, des pistes et des crosses du collège. Tes sports de prédilection étaient tout autres et puis le sport de manière générale au collège-lycée, c'était pas forcément ta tasse de thé. Tu peux nous raconter un petit peu quelle place ça pouvait tenir dans ta vie à l'époque ? Ouais, alors en effet, depuis toute petite, j'essaye
de pratiquer un sport parce que mes parents ont toujours eu à cœur que je fasse au moins une activité sportive en dehors des activités scolaires. Donc j'ai testé le basket, la natation. J'ai fait pendant plusieurs années de la danse moderne jazz et à l'entrée au collège, j'ai commencé le twirling bâton que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Mais c'est vrai que à part ce sport du coup qui mêle de la danse, des majorettes, si ça peut aider certains à situer ce que c'est. J'ai pas eu de coup de cœur particulier où j'ai jamais été très fan de l'effort sportif en fait. Et qu'est-ce que tu aimais de la danse et du twirling bâton justement? C'était quoi qui te plaisait? Déjà j'appréciais beaucoup parce que j'ai eu un super club qui était comme une deuxième famille. Après j'aimais beaucoup ce sport parce que on pouvait s'exprimer en fait. J'ai fait de la danse moderne jazz, j'ai fait aussi de la danse contemporaine et en fait j'aimais bien pouvoir m'exprimer avec mon corps et faire ressentir des émotions à travers ce sport finalement. Tu as mis un peu entre parenthèses ces activités sportives pendant la suite de tes études. Est-ce que ça a été à regret ou est-ce que c'était un choix qui était contraint par le temps que tu étais en capacité de consacrer à une autre activité? Est-ce que tu n'avais plus envie? Alors non, c'est pas que j'avais plus envie, c'est parce que du coup pour faire mes études, je suis partie sur Strasbourg. Il y a quand même 1 heure de route donc de Strasbourg à Villers, là où se trouvaient mes entraînements. Donc c'était compliqué à gérer parce que j'avais quand même 3 entraînements dans la semaine. Donc les trajets étaient très compliqués et à côté de ça, mes études m'ont pris beaucoup de temps donc j'ai préféré me consacrer à ça. C'était plutôt sous la contrainte du coup et dès que je pouvais retourner au club, je retournais au club, j'allais voir les filles en compétition, si je pouvais venir participer à un entraînement, je venais participer à un entraînement. Je suis toujours restée très très proche du club et du sport en tout cas. Donc c'est la dimension sociale aussi, c'est un moyen de garder ce lien-là au sport de façon indirecte. Oui, en plus 10 ans avec elle, forcément, ça crée des liens. Tu as commencé la course à pied il y a très peu de temps, il y a 4 ans, en 2019. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce matin où tu as décidé de chausser des baskets pour la première fois véritablement de façon volontaire pour faire de la course à pied? C'était quoi le cheminement? Est-ce que c'est quelque chose qui a grandi progressivement? Est-ce qu'il y a vraiment eu une espèce de flash et un élément déclencheur très soudain? Ou est-ce que petit à petit, tu as senti monter en toi cette envie de tester ou de te lancer sur la course à pied et puis nous dire peut-être pourquoi tu as fait le choix de ce sport-là en particulier? Donc en 2019, ça faisait quelques mois que je faisais un régime parce que je pouvais vraiment plus me voir dans un miroir parce que suite à mes études, j'ai pris énormément de poids. Sauf que c'était très compliqué de me contraindre dans la nutrition en fait parce que j'adore manger, j'adore passer des moments à table, j'adore prendre des repas en famille, etc. Donc je m'étais mise à l'évidence qu'il fallait que je fasse du sport et que j'étais déjà un petit peu vieille quand même pour aller dans un club de danse, enfin pour reprendre en tout cas l'activité que je faisais avant, c'était un peu compliqué parce que j'avais perdu énormément notamment au niveau de la souplesse, j'avais plus pratiqué les mouvements depuis longtemps donc ça me paraissait impossible de revenir au niveau auquel j'étais avant donc j'avais vite oublié cette idée et je voyais des gens courir en bas de chez moi donc donc je me suis dit j'ai des baskets, j'ai un short et un t-shirt dans mon armoire, je vais essayer d'aller courir. Donc je suis allée courir voilà, j'ai couru 500 mètres et j'ai arrêté. Le souffle court. Et c'était en le faisant, tu sentais que c'était une contrainte, tu le faisais parce qu'il fallait ou il y avait quand même une part de plaisir pressenti, en tout cas de trouver de la satisfaction et peut-être même de la considération pour toi-même de te lancer, justement, de te reprendre en main en réenclenchant une dynamique sportive? Alors, je savais déjà avant de partir que je n'aimais pas la course à pied. Donc, j'y allais pas contrainte et forcée, forcément. Je savais que j'y allais pour moi. Donc, je m'étais mise en tête que je devais le faire et que je pouvais le faire surtout. Et que à partir de ce jour-là, je lâcherais plus et que j'arriverais au bout de ce que j'ai envie d'arriver. Mais du coup, là, l'objectif était faire régulièrement une activité sportive pour perdre du poids et maintenir ensuite mon poids et me sentir bien dans mon corps.
Au bout de combien de temps tu as entrevu les premiers bénéfices? Est-ce que ça a été très rapide ou est-ce qu'il y a quand même une période un peu fastidieuse de mise en route et peut-être même de doute ou de déception, avoir le sentiment de ne pas y arriver comme tu l'espérais? Au bout de combien de temps tu as commencé à trouver finalement des petites récompenses à cette démarche-là? Ben, je dirais que ça a mis quand même un certain temps à ce que j'apprécie en tout cas courir. Après, je me suis rendu compte rapidement, je pense qu'au bout de 3-4 semaines, je me suis rendu compte que finalement on pouvait progresser vite au début en course à pied, en tout cas au niveau du souffle, au niveau de la longueur de course. Enfin, je voyais que chaque semaine j'arrivais à courir de plus en plus loin sur le parcours. J'allais toujours au même endroit et j'essayais à chaque fois d'aller à l'arbre suivant, puis à l'arbre suivant. Cette démarche-là, tu l'as entreprise pour toi, mais ton copain dont tu nous as parlé tout à l'heure était aussi dans cette idée-là. Est-ce que tu penses que ça a pu contribuer à aussi trouver de la motivation, le fait d'être à deux? Alors, je ne sais pas si vous couriez ensemble, mais en tout cas, vous étiez dans une dynamique de pratiquer la course chacun. Alors, Benjamin pratiquait pas du tout la course non plus, et quand j'ai commencé à m'y mettre, les moments où il voyait que j'étais pas très motivée, du coup, il me disait bon, allez, viens, je viens avec toi. Alors c'était une source de motivation parce que oui, c'est quand j'avais pas envie d'y aller, qu'ils viennent avec, ça faisait du bien d'être à deux. Mais c'était parfois une source de dispute aussi, parce qu'il a toujours eu plus de facilité que moi et que lui a toujours réussi à faire du sport un peu en aisance. Donc forcément, c'était difficile pour moi de le voir courir en discutant tranquillement alors que moi j'étais au bout de ma vie, quoi. Donc tu l'engueulais un peu d'être aussi facile? Ouais, un peu. La suite logique, en tout cas, celle qui a été la tienne dans la construction et puis dans cette avancée dans la course à pied, ça a été un moment, le premier dossard. Ça a été ton premier 10 km qui était à Célestat, fin 2019. Quel souvenir tu en gardes et puis qu'est-ce qu'elle a changé cette course? Ça a été quoi la différence, l'avant-après, là, d'épingler un dossard? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Le souvenir que j'en garde, alors, c'est que c'était vraiment difficile. J'étais très heureuse d'y aller. Dans le sas de départ, je me souviens que je regardais tout le monde et je me disais oh, mais je vais terminer dernière de cette course, c'est vraiment pas possible. Ils sont tous super bien équipés, super bien faits et tout. Moi, je suis là, j'arriverai à rien. Donc, ce qui n'était pas un frein pour avec... toi sur l'inscription, justement, d'avoir cette idée en tête que tu as ressentie là sur la ligne de départ, ce que tu décris, ça a aucun moment été un frein pour sauter le pas de la course, enfin de l'inscription, en tout cas, de te dire peut-être que je serai en queue de peloton, mais ça n'a jamais été une pensée limitante pour toi? Non, en fait, ça m'était un peu égal. Puis Benjamin était venu avec moi, du coup, et je lui avais dit que si j'étais dernière, il pouvait quand même me laisser passer pour un gentleman. pour arriver avant-dernière. Non, j'avais même pas pensé en fait au fait que oui, je pouvais être en queue de peloton, ou c'était vraiment mon objectif, c'était d'y aller et de réussir à courir les 10 km. Après, j'étais quand même très très stressée parce que je me souviens que le vendredi soir, donc le vendredi avant la course, je lui avais dit ah mais en fait, j'ai jamais fait 10 km, il faut qu'on aille essayer. Et lui, il me disait, mais non, on peut pas courir 10 km 2 jours avant la course, personne ne fait ça. Et moi, borné était dessus, je lui ai dit, si, on doit aller essayer. Donc, le vendredi soir, on est allé courir 10 km pour me prouver que j'y arrive. Donc, petite anecdote de ma première course. Et donc, t'as rien senti, t'as pas eu de conséquences sur la course en elle-même, t'as pas regretté? Non, j'ai pas regretté. J'ai fait à peu près la même chose le dimanche, donc j'étais plutôt contente. Je me souviens que c'était difficile, mais j'en garde un super bon souvenir. En plus, il y avait plein de gens en ville, du coup, qu'on connaissait puisqu'on habite Célestat, et ouais, c'était super sympa. À l'arrivée, on a rencontré des gens de la ville aussi qu'on connaît, donc on a pu discuter et tout. Puis on était tout fiers, donc après, on est allé manger un brunch, tout content d'avoir couru nos premiers 10 km. Et t'étais déjà en train de penser au prochain dossard? Non, pas du tout. Non, moi, j'ai pas du tout... je me suis dit, c'est bien, on a couru 10 km, continuons nos petits footings, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ensuite comment s'est développé plus particulièrement l'appel du trail? Parce qu'il y a une petite lassitude de ta part sur la course en ville. Comment est-ce qu'elle est née, cette envie? Et voilà, comment tu as découvert tes premiers sentiers, ce que t'a procuré en tout cas ce contact à la nature, basket au pied? Ouais, alors en fait, c'est vrai que j'en avais assez de courir au centre-ville ou dans les parcs ou aux abords
Célestat, enfin ça devenait quelque chose d'assez lassant, surtout qu'il y a beaucoup de champs autour de chez nous, donc on a l'impression de voir tout le temps la même chose. Et finalement, mes parents donc qui habitent dans la vallée de Villers où j'ai grandi, ils habitent à côté de la forêt, donc je me suis dit moi j'adore aller promener le chien, faire des petites randos, pourquoi je vais pas aller essayer de courir justement dans ces endroits que j'aime, à ces points de vue et tout. Donc oui, je suis allée courir là-bas et puis du coup, je me suis rendu compte que en fait, c'était un nouveau challenge, que je repartais de zéro quoi, parce que c'était pas du tout la même chose que d'aller courir au centre-ville. Mais en fait, j'ai adoré ça. Et c'est vraiment ce point de vue-là, enfin ce contact avec la nature, le fait que quand on arrive en haut, il y a un paysage, un peu un sentiment plus de liberté, parce qu'en ville, je peux me sentir parfois un peu oppressée en fait. Il y a une course, si on avance encore un peu dans le temps, qui a particulièrement piqué ta curiosité ensuite, avec cette conviction tout de suite qu'un jour tu en prendrais le départ. Qu'est-ce qui t'a interpellé et donné tant envie de te frotter à la doyenne qui est la Saint-Élion? Alors, j'ai découvert la Saint-Élion à la fin de mon premier trail en discutant avec un couple de copains et qui me disaient « Oh, nous, dans 2 semaines, on va faire la Saint-Élion. » Moi, la Sainté quoi, je connaissais pas du tout. Ils nous ont donc expliqué le principe de la Saint-Élion. Et en rentrant le soir, j'ai regardé plein de vidéos et tout. Et en fait, je suivais déjà sur les réseaux Sissi Cusso. Et donc j'ai regardé un peu de plus près ces vidéos par rapport à la Saint-Élion et tout. Et je me suis dit waouh, mais ça doit être vraiment génial, parce que en plus de courir, en fait, c'est toi et ton mental, et t'es vraiment seul face à toi-même, parce que là, il y a rien à voir. En tout cas, enfin, c'est pas joli, quoi. Donc, tu peux pas te rassurer dans le sens où, bon, allez, au moins, je le fais pour ça, parce que finalement, tu le feras que pour toi-même, et c'est que toi et ton mental, en fait, en tête à tête pour réussir à terminer cette course. Donc, j'ai dit à Ben que oui, un jour, j'arriverai à faire cette course, et que c'était un de mes rêves. Il y a eu un certain nombre de courses entre-temps, jusqu'à ce que tu prennes le départ de la Saint-Élion. Est-ce que je me trompe en disant que tu as eu assez vite des projets finalement sportifs ambitieux, et puis toujours d'avancer tes pions d'un cran pour aller chercher des distances de plus en plus longues? Est-ce qu'il y avait une part de, le mot est peut-être maladroit, mais d'inconscience, ou en tout cas, est-ce que tu mesurais un peu l'ampleur des défis dans lesquels tu allais te lancer, et puis tu les as fait quand même à une échelle relativement rapide? Est-ce que tu te rendais compte un peu de tout ça, ou là, quand on te parle d'un 78 km comme à la Saint-Élion, ça te paraît par défaut, sans avoir trop creusé, accessible, envisageable, il reste juste à mettre en place ce qu'il faut derrière comme préparation, mais est-ce que ça peut t'effrayer, ou est-ce que finalement tu as un peu cette part de folie où tu te lances dans le projet à l'instinct? Alors, je suis très terre à terre comme personne, donc à partir du moment où là, il y a 4 ans, j'avais vu la Saint-Élion, quand je disais que c'était un rêve, pour moi, ça paraissait vraiment inaccessible à la personne que j'étais. Donc après, j'ai avancé très rapidement. J'ai fait un trail de 11 km, puis après, j'ai directement fait 30 km. Mais c'était les 30 km les pires de ma vie, parce que j'ai bien compris avec du recul que j'étais pas du tout prête à faire cette distance. Mais pourtant, c'était horrible, mais pourtant, celui d'après, ça allait être un 50, quoi. Donc, terre à terre, mais un peu quand même, oui, dans la folie de me dire, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Après, j'ai toujours été entourée de personnes qui avaient déjà fait le trail, ou la distance en tout cas que j'allais faire, qui me connaissaient particulièrement bien, et qui pouvaient me dire, oui, tu peux y arriver, ou non, tu as encore besoin de temps. Donc j'ai essayé quand même de faire step by step, et les choses dans l'ordre et en cohérence, quoi. Il y a eu ensuite une période qui a été assez malheureuse pour le globe dans sa globalité, pour le coup, qui a été la période du Covid, et qui était peut-être le moment où toi, justement, tu commençais à prendre un peu ton envol dans la relation à la course à pied et tes projets. Comment est-ce que tu as vécu cette espèce de coup d'arrêt? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de devoir mettre un peu tous tes projets éventuels de course à ce moment-là en berne? Comment est-ce que tu as réussi à garder quand même une routine sportive? Est-ce que tu as réussi à le faire à ce moment-là, au moment où peut-être la motivation décroche un peu? Alors, par rapport aux courses, ça me déprimait pas spécialement, parce que finalement, moi, j'avais fait 2 courses, et les dossards, c'était vraiment pas quelque chose d'important à l'époque pour mes yeux. C'était plus justement la période où je savais que
à ce moment-là, je commençais à avoir besoin de faire du sport pour me sentir bien et surtout pour ne pas en faire pâtir à tout mon entourage. Donc c'est plutôt ce côté-là qui allait être difficile, surtout qu'on était 2 dans un appartement et à être à 2 à avoir besoin de faire du sport. Donc il fallait en effet qu'on trouve une solution pour ne pas s'entretuer. Mais non, on l'a très bien vécu. Vous avez trouvé visiblement. Oui, on a très bien vécu. Enfin, on installait notre mini salle de sport pour faire des petits hits et on a commencé à faire du yoga et on allait courir quand on avait le droit de courir selon les règles en vigueur, quoi. On sort du Covid, c'est l'année 2022. Là, tu commences à un peu, enfin, il y a eu 2021 avant, mais en 2022, en tout cas, tu commences un peu à structurer un peu plus ton approche avec des plans d'entraînement. Je crois que c'est un de tes copains qui commence à t'aider un peu dans cette démarche-là, qui est un peu concomitante avec toi, un esprit de compétition qui est en train de naître en toi. Oui, c'est fin du coup 2021 que j'ai rencontré du coup Brandon, mon meilleur ami, et qui me dit, on se connaissait très peu à l'époque, mais qui me dit ouais, tout ce que tu fais, franchement, je pense que t'as des capacités et tu pourrais faire quelque chose de bien. Allez, viens, je te prépare un petit plan pour le 50 km que j'avais donc en avril 2022. Donc oui, en 2022, j'ai commencé vraiment à suivre un plan d'entraînement. Et les premières courses 2022, du coup, je m'attendais pas à grand-chose. Et finalement, en fait, c'est là à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un peu un esprit de compétition parce que je m'étais dit attends, je m'entraîne tous les jours avec ces plans d'entraînement où des fois je le déteste. Alors c'est pour montrer quelque chose quand même le jour de la course, quoi. Donc ouais, j'avais un peu la rage en moi et un peu la haine de vaincre, en fait, d'avancer et de montrer que tout ce que je fais, ça sert pas à rien, quoi. Et ça n'a pas servi à rien puisque tu as gagné cette course, donc 3 ans après avoir débuté, le Trail de Wurzel, c'est ça? J'espère que j'écorche pas le nom. Tu as gagné cette course, donc ça crée pas mal de surprises, j'imagine pour toi en premier lieu, mais aussi pas mal pour ton entourage qui, je pense, t'a vu te découvrir une passion incroyable et puis avoir des résultats qui sont ceux-là. Comme c'était des courses locales, il y a plein de gens qui te connaissaient, qui ont pu observer, qui déjà ont pu être surpris de te voir sur la ligne de départ et qui ont dû être probablement un peu plus surpris encore de te voir sur la plus haute marche du podium. Comment toi, tu as vécu tout ça? C'était aussi une forme de motivation et c'était très valorisant pour toi de sentir toute cette adhésion autour de toi. Enfin, voilà, peut-être qu'il y avait même des gens qui questionnaient en tout cas cette approche et cette nouvelle passion. Ou est-ce que tout le monde était vraiment à bloc derrière toi et te portait aussi dans ce nouvel élan? Ouais, ça a été une surprise pour beaucoup, pour moi-même aussi. Ça a été une surprise surtout pour mes parents parce que personne n'est sportif en fait dans ma famille. Alors quand j'ai commencé à courir, tout le monde pensait, enfin mes parents et mon frère pensaient que ça allait durer 3 mois comme et puis comme l'abonnement à la salle de sport, ouais. Exactement. Le 1er janvier. Et du coup, cette course, oui, c'est à côté de chez eux, c'est là où j'ai grandi. Donc, on a dormi chez mes parents la veille au soir et ma mère avait eu la bonne idée d'inviter 15 personnes. Je lui ai dit, mais attends, le départ, c'est à 6h demain matin. Oui, mais t'inquiète pas, on fera pas beaucoup de bruit. D'accord. Merci, le maman. soir venu, exactement. Le soir venu, je descends dans le salon, je lui dis, écoute, t'as pas des boules qui parce que là, j'arrive vraiment pas à dormir. Et elle me dit, mais Tiffany, pourquoi tu le prends comme ça? C'est juste une course. De toute façon, tu n'arriveras pas première. Donc, c'était vraiment, à la grande surprise de tout le monde. Et moi, ça m'a paru être, incroyable. J'avais l'impression, que c'était pas possible que je puisse gagner cette course en fait, surtout que oui, vraiment c'est une course qui me tenait énormément à cœur parce que c'est vraiment là-bas où j'ai commencé à faire mes entraînements de trail, c'est là où j'ai grandi. S'il y avait une course à gagner et si j'avais besoin de prouver des choses aux personnes, c'était cette course-là où il fallait le faire en fait. Et à côté de ça,
j'ai découvert aussi que par rapport à mes réseaux, les personnes qui me suivaient, donc c'était essentiellement des copains ou des anciens copains du collège, du lycée, qui suite à cette course m'ont écrit et m'ont dit ouais mais c'est incroyable, tu sais que nous on a commencé à courir et tout grâce à ça. Enfin, du coup je me suis rendu compte après cette course que finalement en fait j'étais entourée par des personnes physiques qui étaient vraiment là pour moi au quotidien, mais que derrière tout ça j'arrivais à motiver et j'étais entourée par une autre communauté en fait. Et là, on parle de performance, en tout cas, que tu avais réalisé sur cette course-là. Il y a la dimension plaisir qui est, je pense, au cœur de ta pratique et qui est indispensable. Et elle s'est notamment révélée sur une autre course qui est arrivée un tout petit peu après, qui était la 6000D. Est-ce que tu peux, là aussi, nous expliquer à quel horizon elle a ouvert cette course, quel impact elle a pu avoir sur toi? Ouais, la 6000D, du coup, c'était en juillet 2022. On est parti en vacances avec notre couple d'amis Brandon et Margot. C'est des copains du coup. Enfin, Brandon, c'est celui qui me faisait les plans d'entraînement et Margot, donc sa compagne. Et c'est des copains avec qui on part souvent sur les courses ou alors on ravitaille Brandon ou enfin on essaye de se suivre à chaque fois tous les trois. Il y a juste Margot qui court pas pour le coup. Et donc là, on partait donc pour nos vacances en fait. On avait prévu d'aller à la 6000D, puis on partait 15 jours de vacances derrière la 6000D. Donc déjà, ça pouvait être que de bon augure puisqu'on allait passer des vacances entre copains. Et arrivé à la Plagne déjà. Alors moi, j'avais jamais vraiment passé de vacances à la montagne. Enfin, en tout cas pas à la vraie montagne. Du coup, c'était sublime en fait. Enfin, vraiment, j'étais toute heureuse d'être là. Donc, on est allé récupérer nos dossards. On est allé dans notre appartement. On a fait notre petit footing de mise en jambe tous les trois ensemble, parce que Ben faisait aussi le 42 km et Brandon faisait la 6000D avec moi. Et le matin, bien sûr, j'avais déjà, quand on s'est levé à 3h du mat, moi je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre fille? Tu te lèves à 3h du matin alors que tes copines rentrent de boîte. Je me dis ça, c'est pas possible. Et en fait, sur la ligne de départ, j'étais très très stressée, mais il y avait Brandon avec moi, donc on s'est fait un petit bisou, un petit câlin, puis on est parti. Et dès le début de la course, en fait, dans ma tête, j'avais aucun objectif. Je savais que ça allait être très dur. C'était la première fois que je faisais aussi long, et c'était surtout la première fois où j'avais autant de dénivelé. Donc je suis partie tranquillement, j'ai pris mon petit rythme et là en fait je m'émerveillais devant chaque chose, enfin le lever du soleil, les personnes qui étaient là pour nous encourager, mais en fait déjà à 5h du matin, la montée dans la piste de bobsleigh, enfin c'était dingue en fait. Et vraiment dans la montée, c'était une des montées près du glacier, je me disais mais en fait c'est ici que t'es le plus heureuse. Enfin, c'était vraiment là dans ma tête, c'était clair que c'était devenu une vraie passion pour moi, que je pouvais pas dénigrer ça quoi. Que c'était en arrivant, je leur ai dit franchement merci de m'avoir emmenée ici, c'était le plus beau jour de ma vie. T'as pas regretté de pas être allée en boîte la veille? Non, pas du tout. Tu pourrais essayer d'enchaîner les deux, mais c'est plus périlleux en tout cas. Ouais. Dernière course, on va boucler la boucle sur ce petit aperçu de ton avancée et ta progression et finalement dans cette passion qui s'est marquée de plus en plus au fil des années pour la course à pied. On va revenir à Saint-Élion, qui était en novembre 2022, il y a quelques mois. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de tes attentes quand on a un rendez-vous qui est aussi cher et qu'on attend aussi longtemps? Il y a forcément un potentiel d'être déçu un peu plus grand. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Est-ce que ça a été à la hauteur de ce que tu t'en faisais comme image? Ouais, complètement, parce que passé la ligne d'arrivée, j'ai dit j'y retournerai plus jamais. Et aujourd'hui, je réfléchis à me réinscrire à la Saint-Élion. Donc normalement, c'est le lendemain, ça fait ça dès le lendemain, t'as tenu pas mal de temps. Ouais, j'ai eu quelques ampoules et tout, donc ça m'a mis longtemps à réfléchir. Non, vraiment, ça a été c'était vraiment génial en fait. Quand on est arrivé, il faisait beau, il y avait du soleil, donc j'avais un espoir de va-t-on vivre une Saint-Élion historique et il ne pleuvra pas, et en fait ça n'est pas possible. Voilà, à 19h c'était le déluge, et
Donc je me suis dit, ben voilà, t'es venu ici pour en fait te prouver à toi-même que t'es capable de faire ça, pour te retrouver avec toi-même. Maintenant, t'y es, il y a plus qu'à y aller. Donc moi, j'avais une boule au ventre de me dire, mais courir seule dans la nuit sous la pluie, je me suis demandé pourquoi je m'étais inscrite à ce truc. Surtout que je me suis inscrite le lendemain de ma victoire au Wurzel. Donc c'était un peu sur un coup de tête. Et finalement, pour moi, c'était grandiose. Quand on est arrivé sur la ligne de départ, j'avais l'impression que j'étais au concert des Rolling Stones. J'avais jamais vu autant de monde, c'était dingue. Voilà. Et j'ai eu un début de course très très difficile où j'ai alarmé Brandon et ma mère du coup à 2h du mat en fait, en leur disant que j'allais tout arrêter et que de toute façon j'avais pas de jambes pour avancer. Je me suis fait un peu remballer en me disant il est 2h du matin, tu vas pas nous embêter maintenant, tu vas courir parce que ça fait des mois que tu nous embêtes avec cette course. Donc franchement après j'y suis allée, je me suis dit non, t'es pas venu jusqu'ici pour t'arrêter maintenant. T'y vas, t'avances. Et finalement après j'ai avancé, j'ai très très bien couru. Ben était sur la course aussi. Et du coup, on courait pas en même temps parce que Ben court plus vite que moi. Mais on il est devenu essayait de plus m'appeler. intime. Il s'appelait Benjamin au début de l'épisode. Là, il s'appelle Ben maintenant. Voilà, c'est la Ben, même personne. C'est plus court. Et il m'appelait du coup à chaque fois qu'il arrivait à un ravitaillement pour savoir si j'allais bien, si j'avais pas trop ralenti, si tout allait bien et tout. Et un peu avant la fin, il m'appelle au ravitaillement, il me dit je vais pas bien du tout, j'ai très très mal au genou, je vais t'attendre et on va terminer ensemble. On a eu un peu un couac pour se retrouver, mais on a finalement terminé la course ensemble. Alors quand je suis arrivée vers lui, je pensais pas qu'il avait autant mal et autant de mal à avancer. Donc à un bout d'un moment, j'ai pensé le laisser seul parce que j'avais envie de terminer dans le chrono que je m'étais fixé et je savais que c'était possible. Et finalement, je me suis dit que en fait, j'aurais vraiment un goût amer à cette course si moi je terminais et que lui ne la terminait pas. Du coup, on a terminé main dans la main et c'est vraiment aujourd'hui un super beau souvenir. Et le chrono importait peu. Exactement. Merci beaucoup Tiffany pour cette longue introduction. On a passé pas mal de temps sur tes courses, mais c'est, je trouve, une bonne façon après d'appréhender ton parcours de vie et comment tu as développé cet intérêt très rapidement et très soudainement pour la course à pied et puis les résultats qu'on très vite suivis. Place maintenant à notre questionnaire de Proust. 3 questions pour toi. T'es prête? Oui. Première de ces questions, le talent que tu aimerais le plus avoir. Alors, j'ai beaucoup de mal à avoir des plantes vertes à la maison. J'en ai, mais elles tiennent pas très longtemps, donc j'aimerais beaucoup avoir la main verte. T'as les pieds en feu, mais pas la main verte, c'est ça? C'est ça. Je sais pas si ça se travaille, ça. Je sais pas s'il y a des cours pour ça. Ben, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une part d'acquis, probablement? Ma maman me dit de leur parler, mais... Est-ce que tu leur donnes assez d'amour? C'est sûrement ça, quand même, le sujet. Ben, je pense qu'en fait, quand j'en reçois une, je me dis tout de suite, oh, encore une plante qui va mourir. Et elle le sent. C'est ça. Prophétie autoréalisatrice. Deuxième question, une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie? Ouais, alors début 2022, j'ai eu des grosses périodes de dépression. En fait, j'avais vraiment des dépressions avec grosses idées noires et finalement ça passait, j'étais de nouveau très heureuse dans ma vie et ça revenait sans qu'il y ait forcément de particularité en fait. Enfin, je me disais toujours, j'ai tout pour être heureuse. Donc, on a un peu creusé là-dessus avec mon médecin. Et ça s'est déclaré à ce moment-là. T'avais aucun signe avant-coureur plutôt dans ta vie, dans ta jeunesse ou dans ton adolescence? T'avais pas de signe de ça? J'ai toujours été une personne très angoissée, mais j'avais pas particulièrement des périodes de dépression. Je pouvais avoir des petites déprimes, mais je pense comme tout le monde peut en avoir, mais c'était jamais aussi long en tout cas. Donc ça inquiétait un peu mon médecin quand même. Et je suis allée passer des tests du coup au niveau psy. Alors d'abord chez un psychologue, ensuite au niveau psychiatrique, et en fait j'ai été diagnostiquée cyclotimique. Donc c'est un trouble bipolaire mais plus léger en fait.
Et ça m'a fait énormément avancer. Déjà parce que j'étais soulagée de savoir que finalement j'avais quelque chose, enfin que ces dépressions et ces moments super joyeux étaient dus à quelque chose dont je n'étais pas forcément maître. Et ça m'a fait avancer par rapport à mon entourage aussi, parce que ça pouvait être difficile à vivre pour eux. Et ça m'a fait avancer moi, parce que en fait j'ai appris à voir la vie totalement différemment, à faire des choses pour moi, à m'occuper plus de moi en fait, et vraiment à lâcher prise en fait, à vraiment découvrir le plaisir, l'épanouissement, et arrêter de me forcer à faire des choses où j'ai vraiment appris à lâcher prise, même sur tout mon quotidien en fait, parce que je peux être une personne très carrée ou qui a besoin d'organisation, alors que là vraiment ça m'a servi à me dire vis ta vie en fait, profite de chaque moment quoi. Et c'est des cycles qui sont assez longs là, quand tu as des ups et des downs, on parle d'heures, on parle de jours, de semaines, c'est quoi le type de cycle que tu peux connaître? Et est-ce que c'est à quelle régularité ça se produit? Alors la bipolarité, c'est des cycles longs, et justement la cyclothymie, c'est des cycles assez courts, donc ça peut être entre une journée, et moi j'ai vécu maximum 3 semaines. Mais il n'y a pas forcément de régularité dans les cycles. On peut juste un peu prévoir les choses en se disant justement quand on a vécu des choses hyper heureuses ou qui ont demandé beaucoup d'émotions ou beaucoup de contrôle, etc., je peux m'attendre à avoir un moment un peu down après. Là, tu nous as parlé de la façon dont toi, tu avais un peu revu ton appréciation de la façon dont tu devais gérer les choses et te mettre un peu plus au centre de l'équation aussi, mieux t'écouter. Est-ce que tu penses que d'une certaine façon, le sport aussi a pu contribuer aussi à t'apporter une forme d'équilibre? Ouais, c'est certain. En tout cas, c'est certain que quand j'ai des moments où je vais pas bien mentalement, où j'ai même des fois pas envie en fait d'aller courir ou d'aller faire une séance de sport, le faire, c'est ce qui m'apporte énormément de bénéfices. Là, c'est pas forcément le sport qui est bénéfique pour la maladie, c'est plus l'inverse, mais en fait le sport, en tout cas le trail dans les courses, ça fait vivre énormément d'émotions, surtout plus la course est longue et plus on vit d'émotions, et du coup pratiquer le trail, ça m'a beaucoup servi quand j'ai eu cette nouvelle, parce que finalement en course j'arrive à maîtriser mes émotions et à les exprimer ou à les contrôler, et du coup ça m'a beaucoup aidé pour la vie de tous les jours aussi en fait. Merci beaucoup d'avoir accepté de te livrer aussi sur cette partie aussi intime de ta vie. En tout cas, c'est, je pense, intéressant à entendre pour nos auditeurs. Donc merci de l'avoir évoqué aussi librement. Dernière question, le plus beau compliment que l'on puisse te faire? Je pense que c'est quand on me dit que je suis têtue ou bornée. Parce que ça t'encourage à le rester? Oui et non en fait, mais en fait ça peut être un défaut, mais finalement c'est un trait de mon caractère qui m'a permis de réussir beaucoup de choses dans ma vie en fait. Donc je me dis que c'est un défaut, ça peut l'être et je pense que ça l'est pour moi aussi sur d'autres aspects, mais en tout cas dans le sport ou dans mes études, dans mon métier, ça m'aide quand même énormément. J'achète, je trouve que c'est une belle réponse. Moi, je suis taureau, tu vois, je suis têtu puisque j'ai vraiment très très envie de parler d'horoscope et de signes zodiacal aujourd'hui. Je vois bien ce dont tu parles. On va parler de ta course épique maintenant, Tiffany. Merci pour ce questionnaire de Proust. Je vais donc planter le décor de ce Trail Alsace Grand Est by UTMB. Du 18 au 21 mai dernier, près de 5000 passionnés ont afflué du monde entier pour prendre le départ de l'une des courses du Trail Alsace Grand Est by UTMB, dont c'était cette année la première édition. Cette course est le 5e événement du circuit UTMB World Series qui se déroule sur le sol français. Du Haut-Rhin au Bas-Rhin, entre les petits villages pittoresques de la route des vins d'Alsace et les forteresses perchées sur les crêtes des Vosges, le trail, le nom est très très long à dire, alors je vais l'appeler le Trail Grand Est, est un événement unique pour découvrir l'Alsace autrement. Ce trail compte 4 courses qui mettent en lumière les plus beaux sites d'Alsace. La plus longue de ces courses sur ces 4 jours de compétition, c'est l'Ultra Trail des Chevaliers et son format de 100 miles, un grand classique. L'Ultra Trail des Païens, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est la course à laquelle toi tu as pris part, Tiffany, est longue de 109 km pour 3809 mètres de dénivelé positif, c'est très précis. Au programme, donc pour toi, sur cette course, des passages dans les sentiers vinicoles, une ville fortifiée ou encore une chevauchée enjambée folle à travers une vingtaine de châteaux. Donc tu vas nous raconter tout ça, même si tu n'étais pas là pour faire du tourisme. Et puis en plus, je pense que tu connaissais assez bien la région.
C'est une course qu'on doit boucler en un maximum de temps de 22h30. C'était le cas pour les 849 coureurs qui étaient présents sur la ligne de départ ce jour-là. Il y a 2 autres formats qui sont disponibles, le format 50 km ou encore le format de 34 km. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, tu seras peut-être sur le 100 miles l'année prochaine. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Non, alors les gens ne voient pas, mais tu dis non de la tête. Exactement, non, je pense pas. Et toutes ces courses, donc, c'est conclu dans les ruelles pavées d'Aubernay. Voilà. Donc, tu vas nous raconter si oui ou non tu as réussi à avoir ces ruelles à l'arrivée. Il y a un gros suspense, je pense, sur la question. Tiffany, maintenant, c'est le moment toujours un peu fâcheux de l'émission. C'est la question qui pique de course épique. Donc, je l'ai dit, cette course, c'est le Trail Grand Est. Donc, on va parler un peu point cardinal aujourd'hui. Et j'ai une petite énigme pour toi. Voilà, qui va inclure justement la thématique des points cardinaux. Un homme quitte sa maison tout droit en direction du sud. Il se déplace ensuite tout droit vers l'est et enfin tout droit vers le nord. Et là, il s'aperçoit qu'il est revenu exactement à son point de départ. Comment est-ce que c'est possible ? Quelle est la configuration qui permettrait, la seule configuration qui permettrait que ce qu'il a fait comme chemin le fasse revenir à son point de départ, donc en partant au sud, en allant ensuite à l'est et ensuite en remontant au nord au bout de quelques kilomètres, il est retombé précisément au même endroit, là, sur sa maison. Comment c'est possible d'après toi ? C'est dur, hein ? Ouais, alors là... J'avais posé à un coureur d'orientation, Frédéric Tranchant, qui est, lui, a passé sa vie dans les cartes, en tout cas qui passait avant de se consacrer un peu plus au trail, et il avait trouvé la réponse. Je ne veux pas te mettre la pression, mais c'est vraiment pas très facile. Ouais, j'en ai aucune idée. Alors, c'est pas très courant, hein. Je pense qu'ils sont pas beaucoup sur Terre dans sa position à lui, mais ça veut dire que cette personne vit au pôle Nord. Parce que quand tu vis au pôle Nord, quelqu'un qui décide, n'importe qui sur Terre qui décide d'aller au Nord va à un moment ou à un autre, plein Nord, va forcément à un moment ou à un autre tomber sur le pôle Nord. Donc voilà, quel que soit l'endroit vers lequel il s'est dirigé, au sud puis à l'est, en reprenant le chemin du Nord, il a rejoint forcément sa demeure qui est au pôle Nord. Voilà. C'était dur. Oui. C'était dur. Bon, t'as été un peu à l'ouest, mais c'était pas évident. Voilà. On est parti pour ta course épique ? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant comment cette nouvelle course s'est offerte à toi et comment tu as eu envie de te lancer sur cette nouvelle distance qui était inédite pour toi ? C'était l'étape logique dans la continuité de ce que tu avais entrepris jusqu'à là ? Ouais, alors après la Saint-Élion, alors je pense que ça devait être en décembre ou en janvier, je sais plus exactement, mais on a entendu parler de ce trail Alsace by UTMB. Puisque c'était chez nous, donc... La tentation était grande quand même, c'était fait exprès. Exactement. Ça te tendait les bras, cette course. Et en plus de ça, mon rêve est d'aller faire l'UTMB Mont-Blanc un jour, donc j'étais à la recherche de Running Stones. Donc ça tombait bien parce qu'on n'était pas obligé d'aller très loin. C'était des sentiers qu'on connaissait, et puis je venais de faire 78, donc j'allais pas faire 50 quoi. Donc ma suite logique c'était en effet de faire le 100K, et surtout que je savais qu'il y avait pas énormément de dénivelé et que je connais les sentiers, donc je savais que c'était quelque chose de possible pour moi. Je me suis inscrite sans en avoir parlé à mon coach, mais il m'en a pas voulu. Alors le coach, justement, on va en parler, c'est un nom que nos éditeurs connaissent très probablement. Est-ce que tu peux nous parler de lui ? Il t'accompagne depuis septembre de l'année dernière. Voilà, comment ton choix s'est porté sur lui, et puis surtout pourquoi tu voulais pas lui dire ? T'avais peur qu'il te dispute ? Alors, mon coach, du coup, c'est Sébastien Speller. C'est Seb qui me coach parce que c'était tout simplement le coach de Brandon qui me faisait mes plans d'entraînement et qui m'a dit Tiff, là, je sais plus comment t'aider. Écoute, je te donne l'adresse mail de Seb et tu verras que tu arriveras très bien à travailler avec lui. Et non, j'avais pas du tout peur parce que non, il est pas comme ça, Seb. Il fait pas régner la terreur, Seb, ce n'est que gentillesse. On l'aime pas toujours, mais non. En fait, c'est juste que je savais qu'il y avait pas beaucoup que les places étaient limitées et qu'il fallait très vite se décider. Donc, je me suis inscrite en me disant que dans tous les cas, c'était que 30 km de plus que la Saint-Élion et pas beaucoup de dénivelé de plus, donc je pouvais le faire. Et surtout que j'avais le temps de le préparer, en fait. Je m'inscrivais en décembre, la course était fin mai, je savais que j'avais le temps de le faire, quoi. Donc, qu'est-ce qui a été différent sur cette prépa par rapport à ce que tu avais pu faire jusqu'à maintenant, et le fait que ce soit encadré cette fois-là par Seb, qu'est-ce qui a été différent ? Déjà, ce qui a été différent, c'est que pour aller
à la course Alsace Grand Est, là, en fait, j'ai dû faire j'ai pas dû faire, hein, j'ai fait avec plaisir, 2 courses d'entraînement qui étaient le trail du Petit Ballon et le trail du Wurzel, donc que j'avais gagné l'année d'avant. Sur ces 2 courses d'entraînement, en fait, je savais que je pouvais être placée en tête de course. Et ça, c'était différent par rapport aux autres années parce qu'en fait, avant, je savais pas que je pouvais être devant. Donc, c'était toujours la surprise et c'était toujours si je le fais c'est bien et si je le fais pas c'est pas grave, alors que là je dis toujours aux autres que je le ferai pas et que c'est pas grave, mais finalement je me mets toujours une petite pression personnelle en me disant oui, tu sais que tu peux le faire, donc vas-y quoi. Donc déjà ça changeait beaucoup de choses par rapport à ma vision de l'entraînement et de la course à pied. Et après la prépa, ce qui a énormément changé, c'est le volume en fait, parce que préparer un 100 km, c'est pas préparer un 50 quoi. Donc ça a pris beaucoup de temps. Tu l'as bien vécu, cette charge additionnelle, ce surplus de volume? Alors tu le soupçonnais que ça prenne autant de place dans ta vie? Je pensais pas que que ça allait prendre autant de place. Je savais que ça allait être dur et que ça allait être intensif. Mais je pensais pas que ça pouvait prendre autant de temps. Et en fait, ce que j'imaginais pas, c'était tous les compromis et tous les petits sacrifices en fait que j'étais amenée à faire. Je faisais déjà des compromis et des sacrifices avant parce que avec le temps et avec les courses que j'avais fait, j'étais plus la fille qui sortait tous les samedis soirs, et voilà, mes copines ont dû apprendre et comprendre que je redeviendrais pas comme ça. Mais là, c'était au-delà de ça, en fait. C'était, il y a un week-end où tu cours le samedi 6h et le dimanche 6h. En fait, c'est les 2 seuls jours dans la semaine où tu peux faire quelque chose normalement avec tout ton entourage. Et du coup, tu oublies parce que finalement, même faire un repas le samedi soir, t'es juste pas... Tu dors. C'est ça, t'es pas dans l'état, t'as même pas envie, en fait, de faire ça. Du coup, je pensais pas que ça pouvait être autant de sacrifices, ouais. Après, ça m'a pas dérangé. Enfin, au début, oui, parce que en fait, au début, j'essayais de tout faire quand même. Donc, c'était assez intense. Mais bon, j'ai essayé de faire ça 3 semaines et puis j'ai compris que je tiendrais pas jusqu'à la course comme ça. Donc, j'ai vite arrêté et puis je me suis dit, voilà, c'est une course de 100 km que t'as cette année. Tu fais les sacrifices qu'il faut maintenant et t'en seras certainement très contente après. Et il faut que tu penses à chaque entraînement à la ligne d'arrivée, et il faut que pendant la course, tu penses aussi à tous ces sacrifices que t'as fait pour ne jamais vouloir avoir envie d'abandonner. Et j'ai pris du plaisir, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais à la fin, j'en avais un peu marre, c'est vrai. Ça veut dire quoi à la fin? C'est combien de temps avant? Dans les, 2 dernières semaines de la prépa. La toute fin, ouais. Enfin, pas celle qui est juste avant, parce que celle qui est juste avant la course, j'ai quasiment pas couru, mais les 2 semaines d'avant, c'était un peu dur. Surtout que cette prépa-là, en fait, j'étais un peu seule parce que Ben devait courir, mais il s'est blessé. Donc, il courait plus, il faisait du vélo. Et Brandon, il devait pas faire la course, mais on s'entraînait quand même parfois ensemble, sauf que lui aussi était blessé et qu'en plus il partait en vacances au moment de la course. Donc je me retrouvais un peu seule, mais on a d'autres copains quand même qui ont fait la course et avec qui j'ai pu faire quelques sorties longues, heureusement. Sauf que ils me proposent pas toujours parce qu'ils me disent oui, mais avec nous tu fais de la rando. Du coup, si j'y suis allée de temps en temps, et ça a fait du bien de le faire avec des gens, parce que c'est vrai que le faire seul, ça c'est parfois long en fait. Puis à un bout d'un moment, on a écouté tous les podcasts de course épique, quoi. Je peux pas faire plus d'un épisode par semaine là aujourd'hui. J'ai pas la structure pour. J'aimerais bien, mais mais c'est gentil. Et est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu as le sentiment du devoir accompli quand ta prépa est terminée? Est-ce que tu as l'impression que tu es dans les dispositions les plus favorables qui soient pour la course? Alors franchement, je vais toujours sur une ligne de départ, la boule au ventre, l'appréhension, en me disant que j'aurais toujours pu mieux faire. Mais ce jour-là, je suis arrivée et je savais que j'étais prête à faire cette course. Vraiment, c'était comme si ça avait été écrit. Enfin, c'était vraiment, je suis prête à faire cette course. Et j'ai d'ailleurs une concurrente
qui m'a encouragée en fait en début de course et on s'est retrouvés plus tard et elle m'a dit ça se voyait dans tes yeux que c'était ton jour, que c'était ta course quoi. En mission. Ouais. C'était quoi justement toi tes objectifs là, c'est ce que les autres te renvoient comme image que tu percevais peut-être pas de cette façon-là toi. C'était quoi tes ambitions, sachant que si on s'en réfère à l'index UTMB, tu étais la 3e favorite. Est-ce que la théorie te semblait conforme à la réalité des choses, telle que toi tu la voyais? Alors moi, je m'inquiétais pas du tout de mon classement. Je m'inquiétais simplement de terminer, de courir 109 km. En fait, je me suis dit, il y a 4 ans, moi, je me disais que ces gens-là, c'était des tarés. Donc, comment je vais faire pour arriver au bout de 109 km? Dans ma tête, je me faisais tous les scénarios en me disant, en fait, 109 km, c'est de là à là. Je me disais 109 km en voiture. Enfin, je me disais, waouh. Donc, ouais, mon inquiétude, c'était surtout de pouvoir finir la course. Après, j'avais envie, je m'étais dit, voilà, par exemple, la Saint-Élion, je l'ai pas trop mal couru non plus. Donc, je sais que je peux courir quand même. Donc, j'avais un petit objectif de temps. Personne n'était d'accord avec moi. Tout le monde... Tu ne les as pas écoutés, bien sûr. Non, je les ai pas écoutés. Je suis restée sur mon sur mon chrono à moi, sur mon plan à moi. Parce que, vu que je suis assez terre à terre, assez carré, en fait, avant chaque course, je fais un petit plan avec écrit je serai là à telle et telle heure, à ce ravitaillement à telle et telle heure, avec tout ce qu'il faut me donner à manger, ce qu'on doit mettre dans mon sac, etc. Donc j'ai écouté personne. Hein. Et moi, ça me paraissait impossible d'être 3e favorite. En fait, je me suis dit non. Si je fais top 10, c'est merveilleux. Mais 3e favorite, quand je voyais, en plus, du coup, j'ai un peu regardé la liste et quand je voyais les filles qui étaient inscrites, alors l'index UTMB, on peut s'y fier sans trop s'y fier parce que quand on regarde les courses et le palmarès de chacune, finalement, on voit qu'on n'a pas le même niveau du tout, quoi. Donc j'y croyais pas du tout. Là où beaucoup d'autres y croyaient certainement. On fait un micro-saut dans le temps. On est le vendredi 20 mai 2023. C'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens? Donc là, t'as la boule au ventre, mais est-ce que tu as une part d'excitation aussi de te dire que tu vas vivre forcément une expérience très nouvelle pour toi et le fait d'être à domicile avec quand même des têtes connues que tu vas croiser au fil du parcours, ça te met dans des dispositions très favorables malgré une espèce de pression que tu peux ressentir? Ouais, alors j'ai peur au point de me dire vivement demain matin, comme ça sera terminé. Okay. Et d'un autre côté, je suis hyper excitée, hyper contente en fait. Je me dis là je vais prendre le départ et je vais courir mais chez moi en fait, c'est génial. Cet événement, il a tellement c'est un gros événement qu'il y a chez nous, donc c'est génial en fait. Je me dis on peut enfin vivre un événement de trail comme ça et de cette augure-là à la maison quoi. Donc c'est vraiment génial. Enfin le début du parcours, je sais que c'est chez moi, c'est trop bien quoi. J'ai peur et je suis super excitée quand même. Et j'ai un petit coup de pression parce que en plus le speaker il m'annonce au micro, donc les petits coups de pression et du coup j'ai plein de copains qui faisaient la même course et qui partaient dans le SAS 2 et qui du coup m'ont été là au départ pour m'encourager et tout, donc c'était super chouette. C'était un super beau moment quoi. Comment est-ce que tu abordes les premiers kilomètres de course? L'idée, c'est plutôt d'y aller à la sensation, plutôt s'écouter? Vu que j'ai jamais fait d'ultra, j'ai quand même décidé d'écouter quelques copains qui en avaient fait. Si déjà je les écoute pour rien d'autre, autant prendre leurs bonnes expériences. Je savais que le terrain il allait être roulant parce que c'est assez roulant chez nous, mais que quand il y a une côte, c'est quand même une belle côte quoi. Que finalement le dénivelé il y en a pas tellement, mais qu'il peut venir d'un coup. Donc ma stratégie c'était de courir en aisance et tranquillement sur le plat et que dès qu'il y a une énorme côte, je sors mes bâtons et je marche. Et donc moi je suis partie dans cet esprit-là. Sereine. Ouais. Au kilomètre 13, on t'annonce ton classement, c'est probablement le meilleur Kinder Surprise qui soit et puis c'est la première surprise quand même d'une longue série que tu vas connaître tout au long de ce parcours. C'est aussi déjà en fait un moment, on a une espèce de mini déclic aussi sur tes ambitions sur la course, le fait qu'on t'annonce que tu es virtuellement sur le podium. Ouais,
on m'annonce que je suis 3e féminine. Donc dans ma tête, c'est un peu qui tout double. En fait, je me dis waouh, c'est génial, c'est le feu. Et d'un autre côté, je me dis calme-toi ma cocotte, hein, parce que ça fait que 13 km sur 109 là. Donc non mais en fait là, je me dis une fois que j'ai repris mes esprits, je me dis ouais, donc t'es 3e. Si plus personne te dépasse, tu resteras 3e. Donc, fais en sorte de continuer ta course sans te mettre trop dans le rouge et de ne voir plus aucune fille, en fait. Et c'était un peu mon but, en fait, en sortant de ce ravitaillement du 13e kilomètre. Dans ma tête, je me suis dit, OK, là, c'est le moment. Tiff, il faut que tu arrives 3e à l'arrivée. La mission. Tu continues à prendre beaucoup de plaisir sur les kilomètres et les dizaines de kilomètres suivants. Tu vis une course rêvée, je pense qu'on peut le dire. Il y a quand même une petite, à un moment, une espèce de, pas d'idée noire, mais en tout cas une petite idée qui te vient en tête sur potentiellement le moment où il y a un décrochage possible, ou un moment où d'un seul coup ça va moins bien. Ça a pu un peu te polluer l'esprit, cette idée-là, de te dire que l'espèce d'état de sérénité absolue dans lequel tu as été ensuite pouvait toucher à sa fin et que c'était mécaniquement une chose qui arrive sur ce genre de distance, et donc finalement à redouter ce truc-là, tu avais peut-être plus de chances que ce coup de mou arrive rapidement. Ouais, j'ai été hyper sereine, j'ai pris 100% du plaisir et tout. Oui, justement, je m'attendais vraiment à avoir ce moment de moins bien, parce que on l'entend de tout le monde, enfin de tous ceux qui ont pratiqué l'ultra trail, qu'à un bout d'un moment ça ne va plus, mais que ça ira mieux après. Ça va revenir, le fameux. C'est ça. Et finalement, j'avais peur de ce moment-là. Mais inconsciemment, je me disais, mais n'y pense pas. Enfin, tant que ça va bien, pourquoi penser à ça va mal aller. Enfin, c'était un peu. Et en fait, après, j'étais vraiment pris dans le truc, l'euphorie du moment. Il y avait énormément de gens, en fait, et tout le monde était super heureux. Il faisait beau. Enfin, j'ai jamais vraiment eu ce coup de mou. Enfin, si, je l'ai eu une fois, c'est vrai. Mais en tout cas, je m'étais fait une idée de ce moment moins bien que j'ai pas du tout vécu. Incroyable, improbable. Quel est ton secret? Je sais pas, en fait. Du coup, pour le prochain, j'espère un peu l'avoir pour savoir ce que c'est vraiment un ultra trail. Je sais pas si je peux te le souhaiter vraiment, ouais. Non, mais du coup, j'ai eu une fois un petit coup de mou sur une partie qui était très plate dans la forêt avec énormément de boue. J'avais un peu l'impression de revivre la Saint-Élion. Et c'était vers la fin de la course. Je pense que c'était vers le 90e kilomètre. Et là, j'avais vraiment beaucoup de mal à relancer. Donc, je me disais, mince, mais tu marches sur du plat, c'est pas possible. Et en fait, on m'a dit, mais t'es au 90e kilomètre, ne t'en fais pas, c'est normal. Donc après, je me suis dit, oui, enfin, ne sois pas mal parce que tu marches. Enfin, en fait, c'était plus un peu de l'énervement contre moi-même de ne pas avancer en courant, quoi. Mais c'était pas voilà, c'était un petit coup de mou, mais pas celui que j'attendais, quoi. Je remonte un petit peu le kilométrage jusqu'aux environs du kilomètre 60 où tu maintiens ta 3e place. Tu arrives ensuite au Mont-Saint-Odile qui est au kilomètre 65. Là, c'est le moment où les taux se resserrent puisque tout le trio tête se retrouve ensemble au ravitaillement. C'est aussi le moment, en tout cas, où tu décides de faire un choix stratégique sur la suite à donner à ta course. Et là, il y a pas mal de gens qui te donnent des conseils sur le choix à faire. Est-ce qu'il faut accélérer, tout tenter? Est-ce qu'il faut rester un peu sur la ligne sur laquelle tu étais depuis le début? Donc, c'est un peu bataillé, j'imagine, dans ton esprit sur ce choix-là. Quelle décision toi t'as prise? Ouais, on arrive au Mont-Saint-Odile, toutes les trois en même temps. Enfin, la Chloé qui était première était arrivée un peu avant nous et est partie avant, du coup. Moi, quand je les vois toutes les deux et que je vois qu'elles repartent très vite, j'ai envie de prendre mes flasques, prendre mes 3 barres et de vite partir. Et là, du coup, il y avait Ben, Emma, ma meilleure amie, et Pierre, un ami de Paris qui est venu ce week-end-là pour courir aussi, qui m'a suivi toute la journée également. Et lui, du coup, il me dit « Non, tu dois prendre ton temps. » Et je lui dis « Mais non, regarde, elles partent là, il faut que je parte, je vais plus les retrouver. » Et il me dit « Prends ton temps. » La deuxième, ça se voit qu'elle a mal aux jambes. En plus, je pense qu'elle était tombée parce qu'elle avait le genou en sang.
Et après, il me dit, réfléchis, si là, tu prends pas ton temps, que tu prends pas ton temps pour manger, que tu t'hydrates pas bien, et ben, finalement, qu'est-ce que tu auras gagné si 5 kilomètres après, tu te sens pas bien? Je me dis, bon, ok. Bon, il a quand même eu toute la journée des paroles très sages, donc... Donc je me dis allez, je vais l'écouter. Et puis en plus c'était Pierre et pas Ben qui le disait, donc ça passait un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'avec Ben ça peut être un peu compliqué des fois sur les ravitaillements. Et donc là j'ai vraiment pris mon temps ils m'ont dit ben là t'es bien, t'es super régulière depuis le début, tu continues ta course comme ça. Donc je les ai écoutés et j'ai continué. J'étais surprise soi-même à les écouter. Oui, oui. Je me suis surtout surprise moi-même à rester en fait calme et sage dans ma décision en fait et à pas m'enflammer sur le coup sur le moment en fait en me disant ah, elles sont parties, allez il faut que j'y aille aussi et presque j'aurais pu les laisser en plan en fait. Donc heureusement qu'ils étaient là. Tu reviens ensuite très vite sur la deuxième place, c'est une formalité. Tu poursuis ensuite ton avancée avec une incertitude sur la position qui est la tienne. Et là, surgit de nulle part, en tout cas ou presque, un caméraman. On doit être aux alentours du 75-80e kilomètre. Ça aussi, c'est un moment qui est surprenant pour toi. Quel effet ça a? Est-ce que ça soulève des questions chez toi? Ben, en fait, je me demande ce qu'il fait là. Je me dis, ben, tiens, dans le live, il filme aussi la deuxième féminine. Donc je comprenais pas trop, mais en fait j'étais dans ma course et pendant la course j'écoute toujours de la musique. Donc là j'étais dans mon truc, concentrée, et puis je savais que si je commençais à me poser des questions là-dessus et ben j'allais m'emballer en fait. Donc j'ai essayé de faire abstraction du VTT. Et à pas trop me poser de questions. Après je me suis dit bah voilà, je suis en tête de course. Sur le live, on voit bien que les premiers sont filmés. Et voilà, c'est comme ça. Et j'ai avancé quoi, sans trop penser à ça. Et en fait, avec du recul, et ben, je me dis mais en fait, t'es bête. Enfin, c'était logique parce que moi, du coup, pour moi, j'étais deuxième. Enfin, je savais pas. Donc après avoir croisé le VTT, en fait, plus loin, il y avait un croisement de route où justement là, les copains m'attendaient et où je suis passée avec le VTT. Et du coup, Ben me suit quelques mètres en courant et il me dit ouais, j'ai eu Seb au téléphone, il est super content de ce que tu fais et il m'a dit que tu dois pas te laisser emballer par le VTT et tout, tu dois continuer à courir comme ça et si tout va bien, t'envoies bien sur les 15 derniers kilomètres. Alors là, je me dis mais pourquoi Seb a appelé Ben? Enfin, je comprenais pas trop. Mais étant dans mon truc, je lui dis, bah écoute, tu lui diras que je courrais comme je peux sur les 15 derniers kilomètres. Et voilà, après j'ai continué mon petit chemin jusqu'au prochain ravitaillement, à Klingenthal. Là, c'est le ravitaillement du kilomètre 85. Et donc là, il y a une question qui se pose, c'est pas où est Charlie, mais où a disparu Chloé? Oui. Puisque c'est le moment où officiellement tu prends connaissance de ta première place. C'est aussi un moment... un peu hors du temps, justement, ce ravito, si je dis pas de bêtises, avec un côté un peu solennel, finalement, où il y a personne. Enfin, c'est très calme, quoi. Ce qui est pas forcément l'image qu'on peut avoir, en tout cas, pour les gens qui sont plus loin dans les pelotons comme moi, des ravitaux où il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de chaleur. Comment est-ce que toi, tu gères à la fois l'annonce de cette nouvelle et puis ce moment un peu particulier qui a peut-être été déstabilisant ou pas, je sais pas. En fait, avant d'arriver à ce ravitaillement, on passe un peu sur un chemin, un peu comme un parcours de santé. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes aux abords des chemins et qui m'applaudissent en disant « Ah, ça faisait longtemps qu'on attendait la première féminine et tout ». Donc moi, je me suis dit « Mais ils savent pas compter, ils l'ont pas vu passer ». Et là, Pierre me rejoint 100 mètres avant le ravito et tout. Et il me dit « Ah, t'es première ». « Oh mince, je devais pas te le dire. » Ah, trop tard. Et du coup, je lui dis mais comment ça? Je suis première. Elle est où, Chloé? En fait, ça m'inquiétait un peu quand même parce que justement, c'est Chloé qui m'avait tapé sur l'épaule au départ pour me dire bonne chance à toi, bonne course. Et ça m'avait touchée. En fait, on avait eu un échange de regards et un échange de sourires qui m'avait touchée. Donc je me disais mince, elle est où? Enfin, ça m'embêtait en fait pour elle. Et après, finalement, je fais mon ravitaillement, donc je prends mon temps au ravitaillement et c'est vrai que c'était hors du temps parce que on montait des marches et on arrivait autour d'un étang et il y avait des gens en fait, des supporters qui étaient là, mais
une fois que tout le monde avait applaudi pour me dire bravo et que je suis arrivée donc chez Benjamin et Emma pour prendre le ravitaillement, plus personne ne parlait. Il y avait aucun coureur qui arrivait, il y avait aucun coureur qui partait, donc j'étais vraiment seule sur ce ravitaillement. Et tout le monde me regardait et écoutait tout ce qu'on disait. Et du coup, je me disais, mais c'est quoi cet espace bizarre? Enfin, en plus, il y avait des photographes qui prenaient plein de photos, donc je me disais, mais c'est quoi ce rêve, en fait, de, j'ai l'impression de vivre une grande course. Et ça, tu le vis bien? Parce que là, tu le dis de façon amusée, mais est-ce que sur le coup, ça te perturbe pas? Ou ça te met pas une forme de pression d'un seul coup? Si, en fait, ça m'a mis énormément de pression. En fait, je me disais, waouh, tout le monde me regarde. En fait, là, tout le monde m'attend et là, ils savent tous que je suis première. Enfin, c'est pas justement le trail du village d'à côté où c'est pas grave si quelqu'un te passe devant parce que personne n'a vu que t'étais première à ce ravitaillement-là. Mais non, mais ouais, ça me met un peu la pression et en fait, surtout, je vois dans les yeux de Emma, Ben et Pierre qu'il y a énormément d'émotions. Du coup, moi, je commence à avoir les larmes aux yeux. J'ai mes lunettes de soleil, du coup, personne ne le voit, mais je commence à avoir les larmes aux yeux et je me dis, non, rien n'est joué d'avance. Tu peux pas, justement, maintenant, laisser tes émotions parler pour toi. Il faut encore que tu te contiennes, que tu continues à être concentré et que t'avances, en fait. C'est pas fini, quoi. Donc, c'est là, c'était beau et c'était dur en même temps parce que je savais que tout le monde m'attendait en fait après ce ravitaillement là et quand j'ai vu les émotions qu'ils avaient dans leurs yeux, je savais que je devais terminer première là, enfin que c'était une énorme fierté pour eux là, c'était vraiment ouais, c'était un peu hors du temps, c'était comme une bulle. Il y a ensuite un bon petit morceau, une grosse montée qui s'offre à toi. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage-là et la descente qui a suivi, pardon? La montée, Pierre avait couru le 50 km la veille et m'avait dit en sortant du ravitaillement « Oh, tu verras cette montée un peu dure. » C'est un passage que tu connais pas, j'ai oublié de le dire, mais tu connaissais l'essentiel du parcours, mais à partir de là, c'était voyage en terre inconnue. C'est à partir de là où j'avais plus fait de recours en me disant « Oh, c'est les derniers kilomètres, ça ira. » je ferai plus cette erreur. Je ferai l'inverse. Et du coup, il me disait, tu verras, y a des moments, ça monte bien, mais il y a des parties où tu peux relancer, où c'est assez roulant. Ouais, du coup, j'ai passé 12 kilomètres à attendre le prochain ravitaillement pour dire à Pierre que je n'ai jamais découvert ces parties roulantes. Parce que je n'arrivais pas du tout à courir dans cette montée. J'étais un peu inquiète parce que en partant du ravitaillement, les garçons m'avaient dit que je devais avoir à peu près 12 minutes d'avance. Donc 12 minutes, il restait encore 30 bornes. Je me dis 12 minutes, c'est facile à reprendre quand même. Il faudrait que j'avance. Donc j'étais inquiète dans la montée. Et là, il y a un coureur avec qui on se croisait souvent. En fait, il partait souvent un peu après moi au ravitaillement. Du coup, il arrivait à chaque fois à me dépasser et tout. Et du coup, je lui dis ah mais là, ça devient vraiment dur et je sais pas si je vais y arriver. Hein. Alors il me dit mais attends, t'as bien avancé. Je dis oui, je suis passée première là. Il me dit mais si, attends, ça fait 90 bornes que tu cours maintenant, c'est normal que t'as un peu mal aux jambes. Hein. Du coup, je me suis dit allez, on a terminé la montée ensemble. Et oui, après il y avait la descente. Alors la descente ça allait, c'était une descente un peu technique, mais ça descendait donc ça allait. Sauf que après c'était une énorme partie de plat avec du macadam puis cette fameuse boue. Et ça c'était vraiment la partie la plus interminable de la course. J'avais l'impression que juste sur cette portion-là, j'avais fait 30 km en fait. C'était long. Et c'était fatigant. Mais je pense que c'était vraiment le moment de la course où j'étais le plus fatiguée, en fait. Et je sais pas, j'ai pas bien vécu ce moment-là de la course, en fait. Mais je saurais pas dire pourquoi maintenant, mais... Ça peut sembler en tout cas logique, effectivement, après tous ces kilomètres derrière toi. Ça peut tomber sous le sens. C'est même étonnant que ça n'arrive pas plus tôt. Avant, ouais. Tu retrouves un peu d'allant ensuite sur notamment un passage où tu traverses des vignes où là le plaisir est de retour. Ça y est, c'est revenu. Place ensuite au dernier ravito qui est au kilomètre 99. Là, ça commence à devenir concret. Il y a beaucoup de ferveur. T'as pas mal de gens qui sont là pour t'accueillir, t'encourager. Enfin, t'as un peu, j'imagine à ce moment-là
très surprise de ce qui t'attend à ce ravitaillement-là et justement ces encouragements que tu peux recevoir qui te dépassent? J'étais super surprise parce que du coup, il y avait mes parents, mais mes parents étaient déjà là une partie de la journée. Enfin, ils s'étaient relayés tous les deux. Il y avait Ben, Emma et Pierre qui étaient restés toute la journée avec moi du coup. Et en fait, j'ai une copine de Strasbourg qui avait prévu un super anniversaire d'une copine le soir d'aller au resto et tout. Je la vois. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit j'ai tout annulé. Moi je suis venue te voir et tout. Une autre amie de Strasbourg avec qui j'étais au lycée qui était en Forêt-Noire ce week-end-là et qui est vite rentrée en Alsace pour venir me voir à ce dernier ravitaillement et à l'arrivée aussi. Donc j'étais hyper surprise et hyper heureuse que tout le monde soit là. Il y avait aussi toute la famille d'Emma qui est venue parce que Emma c'est ma meilleure amie mais du coup sa famille c'est un peu comme ma famille. Donc ils se sont déplacés avec mes parents aussi. Et en fait, il y avait tout le monde. Il y avait la copine de Pierre, Anaïs, voilà. Et du coup, à ce dernier ravitaillement-là, Ben, il avait décidé que, en fait, il y aurait que lui qui viendrait me voir et qui viendrait me parler. J'étais très contente qu'il ait fait ce choix-là parce que je pense que ça m'aurait agacée, en fait. Enfin, pas agacée, c'est pas péjoratif mais je pense que ça m'aurait plus stressée, en fait, qu'il y ait toutes ces personnes autour de moi. Du coup, il m'attendait à la fin du ravitaillement pour m'encourager à repartir et tout. Mais sur le ravitaillement, Ben était resté seul avec moi. Et il restait plus beaucoup de kilomètres. Il restait même pas 10 kilomètres. Donc, j'ai changé une flasque, j'ai pris un gel et je suis repartie. Mais avant de partir, Ben, il m'a dit « Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe ?» Alors moi, je lui ai dit non, pas du tout. Non, pourquoi tu me dis ça? Il me dit non, parce que là, tu vas vraiment arriver première de ton premier 100 km sur une course by UTMB. Alors je lui ai dit, écoute, on sait pas, la ligne d'arrivée n'est pas encore là. Il m'a dit, mais si, t'as au minimum 15 minutes d'avance, tu vas arriver première là. Et je lui ai dit, il me dit, t'as 8 km pour te faire à l'idée, quoi. Et voilà, je suis repartie. Est-ce que tu peux nous raconter justement à la fin de course, tu pensais que tu en avais fini avec le dénivelé, mais il y avait encore une petite bosse surprise. Est-ce que tu peux nous amener avec toi jusqu'à la ligne d'arrivée et nous raconter comment tu as vécu ces derniers 8-10 km? Ouais, c'est vrai, en sortant du ravitaillement, je m'étais dit, allez, d'après mes calculs, il restait 7 ou 8 kilomètres avec 200 de D+. Donc voilà, 200 de D+, il s'est un peu étalé, ça fait un peu vallonné, ça va. Et puis pour moi, il y avait plus que des vignes, donc ça pouvait être que vallonné dans les vignes. Mais non, en fait, on sortait du ravitaillement et puis on remontait les 200 de D+, quoi. Donc c'était pas attendu, c'était un peu dur, mais j'ai ressorti mes bâtons et j'y suis allée. Et au milieu d'un sentier, du coup, il y avait un caméraman qui a couru avec moi pour les derniers kilomètres. C'était dur à la fin, mais comme j'étais filmée, j'essayais de courir pour et de sourire. Et de sourire. Non, je souris quand même assez facilement sur les courses, c'est pas un problème. Même après 100 bornes, ouais. Ouais, mais non, surtout de courir, je me disais allez, cours un peu quand même là, ça monte presque plus. Mais non, j'ai quand même réussi à bien courir et je savais qu'en arrivant, on allait arriver par les hauteurs de Haut-Bernay. Et sur ces hauteurs, il y a ça s'appelle le Mont National. En fait, c'est une grande croix blanche entourée de drapeaux. Et je la voyais au loin. Donc, j'ai dit au caméraman, je pense que je vais marcher. Il m'a dit, bah oui, marche, tu peux marcher. Tu as 20 minutes d'avance. J'ai dit, je vais marcher alors. Du coup, il m'a dit oui, savoure ton moment parce que en bas, il y a plein de gens qui t'attendent et ça va être la folie. Et là, je lui ai répondu, je vais encore pleurer. Et du coup, on a avancé ensemble et arrivé à la croix, je lui dis là, c'est fini, on monte plus. Alors il me dit non, on monte plus, mais par contre, on descend. Je dis ça ira de descendre. J'arrive encore à descendre, ça va. Il me dit oui, mais ça va être une descente qui fait quand même assez mal. C'est 18% de descente. J'étais là, d'accord. Mais bon, voilà, je savais qu'il restait plus grand chose, donc j'ai couru en faisant un peu la grimace et ça l'a bien fait rire. Mais j'ai couru et après, arrivé sur le plat, j'ai un peu trottiné. Et là, du coup, il me dit essaye de relancer parce que tu vas pouvoir rattraper la 3e du 100 miles. Et juste avant l'arrivée, il y avait une passerelle pour traverser la route et j'ai réussi à rattraper donc Jenny
la 3e féminine du 100 miles, sur la passerelle. Donc, je lui ai tapé sur l'épaule en lui disant « Allez, viens, on va terminer ensemble. » Elle a dit « Mais qui c'est celle-là qui vient me piquer ma 3e place ?» Surtout qu'elle ne comprenait pas le français, mais je ne savais pas qu'elle était suédoise. Donc, je pense qu'elle a eu un petit peu peur en pensant que c'était la 4e. Et donc finalement on a fini ensemble main dans la main dans une foulée synchronisée et c'était vraiment merveilleux. Donc là c'est le moment où tu sors de ton corps après ces 13h16 de course et tu franchis la ligne d'arrivée en première place de ce 109 km. Ça y est, Tiffany est sortie d'elle-même, elle se regarde par au-dessus et tu vis un truc qui est... je sais pas, il y a des mots que tu peux arriver à mettre sur cette arrivée. Alors en fait déjà avant... à partir du moment où j'ai commencé à courir avec le caméraman, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou qui m'arrive en fait. Je me voyais justement de l'extérieur en fait, comme si je vivais un rêve, un peu comme quand tu fais de la projection, tu sais, quand tu veux te préparer mentalement à une course et que ouais voilà et ben c'était un peu ça, c'était un peu comme si le soir avant de m'endormir je m'imaginais cette scène en me disant allez tu peux arriver première sur cette course et ben c'était exactement ça en fait et c'est en fait j'ai aucun mot pour expliquer ce qui s'est passé, c'est vraiment inexplicable pour moi. Même à froid là aujourd'hui t'as quel regard tu portes sur ce moment? Est-ce que t'arrives à un peu plus le rationaliser? Ben en fait j'ai l'impression comme je suis sortie de mon corps et ben j'ai l'impression d'avoir été absente de ce moment-là parce que même en fait j'ai même pas réussi à pleurer sur la ligne d'arrivée alors que je pleure tout le temps même même quand j'arrive pas première donc c'est vraiment j'arrive pas vraiment à expliquer ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé vraiment. Je sais que j'ai mis énormément de temps à vivre les émotions là justement parce que j'ai regardé des vidéos, j'en ai parlé avec mon entourage qui était justement là pour m'attendre et m'encourager et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit waouh c'est génial. En fait j'étais heureuse et en même temps j'étais tellement sereine et tellement paisible et calme en fait. C'était même quand je regarde les vidéos d'arrivée j'ai l'impression que quand j'arrive, j'ai couru 10 kilomètres en fait. Enfin, je me sens calme de mon arrivée. Enfin, je suis calme en arrivant quoi. Il y a pas d'euphorie, il y a pas de larmes, c'est vraiment calme. Ça a été quoi les clés de ta réussite sur cette course? Est-ce que tu penses que c'est justement cette sérénité qui t'a globalement pas quitté? T'as été quand même très imperméable à tout ce qui aurait pu venir te faire un peu diverger ou à te faire dépasser un peu par l'enjeu autour de ce premier 100 km by UTMB pour toi. C'est principalement ça, peut-être au-delà d'avoir fait une préparation qui était sérieuse et soignée. Est-ce que tu vois d'autres choses? Enfin, moi, je veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça ait fonctionné si idéalement, parce qu'il n'y a pas d'autres mots? Franchement, je pense que la réussite, je la dois pas qu'à moi. Et je la dois énormément aux gens qui m'ont entourée pendant cette journée. Parce que, en fait, ce moment, je l'ai vécu avec eux. Vraiment, le lendemain, je leur ai dit, en fait, c'est pas ma victoire, c'est notre victoire. C'est vraiment toute une équipe, en fait, qui était avec moi. Et pour moi, c'est grâce à eux aussi que j'ai réussi, en fait. T'as eu un petit message de Seb Speller? Il t'a envoyé un petit texto de félicitations, un petit appel? Ah oui, je l'ai appelé. Il m'a envoyé un petit texto et on s'est appelé le soir, ouais. Il m'a dit qu'il s'imaginait pas du tout que j'allais faire ça. Mais qu'il était très heureux. S'il y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais? C'est une question que je pose habituellement à ce stade-là de l'échange. Là, aujourd'hui, l'image qui te vient en premier quand tu y repenses? C'est les larmes de Ben et de Pierre à mon arrivée. Parce que, en fait, si j'ai pleuré à mon arrivée parce que eux, ils ont pleuré. C'était vraiment à ce moment-là où j'ai été fière de moi parce que je voyais qu'ils étaient fiers de moi. Enfin, c'était vraiment la fierté. Ils me renvoyaient de la fierté, en fait. Et ça fait du bien. Ouais. Ça donne des bonnes raisons d'être fier de soi aussi, ça booste en tout cas parfois la confiance qu'on a besoin d'un peu aller chercher en profondeur. Est-ce que tu as ressenti après, le lendemain, enfin tu as vécu tellement d'émotions, etc., le lendemain ou les jours d'après, est-ce qu'il y a eu comme une redescente, un vide par rapport à toutes ces émotions qui t'ont dépassé et cette satisfaction? Est-ce qu'il y a eu un petit coup dur un peu après? Non, enfin... pendant longtemps, du coup, j'ai regardé les vidéos comme je me rendais pas trop compte de ce qui s'était passé.
du coup, les jours après, j'ai pleuré en regardant les vidéos quand même, en me rendant compte justement de ce qui s'était passé. Mais après, donc j'ai eu une période, enfin j'ai eu 10 jours où je me suis pas du tout entraînée. Du coup, j'étais en repos complet. Et en fait, là, j'ai eu très peur en me disant, ben maintenant, ça va être quoi ton objectif? Parce que là, ce que t'as fait, c'est grandiose en fait. Ça va être très très dur de faire mieux que ce que t'as vécu là en fait. Et du coup, c'était plus la peur du futur en fait. J'ai essayé de me dire, ben ne prends pas cette course comme seule référence parce que tu peux pas vivre ça à chaque fois en fait. Prends-la pour ce qu'elle est, et puis tu verras bien ce que l'avenir te réserve. C'est ça. Je vais juste dézoomer un peu, c'est la dernière question. Là, je sors un petit peu de la course avant qu'on parle de l'avenir. Qu'est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs qui, pour la plupart, tout comme moi, sont des amateurs et qui s'essaient humblement à la course à pied? Quel regard tu portes, toi, sur la progression que tu as eue, sur les paliers que tu as eus dans ton avancée? Ça a été quoi les clés? Est-ce que peut-être les conseils que tu pourrais partager à ton niveau, mais sur toi, en tout cas, ton retour d'expérience sur ton parcours et ton évolution. Voilà, est-ce que tu as des choses à partager qui pourraient servir aux gens, peut-être qui doutent, qui osent pas se lancer, qui sont justement aujourd'hui dans ce stade où les 2 premiers kilomètres, ils sont compliqués à faire et que c'est une souffrance, qu'il y a du doute. Comment tu accompagnerais, toi, ces gens-là en revenant un peu sur toi, ta propre expérience? Déjà pour moi, j'ai eu une progression et une évolution normale. Enfin, j'ai pas grillé d'étapes et je me suis entraînée comme tout le monde s'entraîne. Je comprends la difficulté de commencer et d'ailleurs Emma, ma copine qui m'a suivie, ben elle a commencé à la course à pied et donc je l'accompagne un peu sur ses entraînements et j'essaye de la motiver. J'ai envie de dire que ce qui est important, c'est la détermination, la régularité et il faut se dire que on peut pas, pour moi en tout cas, on peut pas aimer ce sport tout de suite parce que c'est un sport qui est quand même très difficile. Il peut paraître très ingrat. Enfin, c'est comme quand on était enfant, on n'aimait pas les légumes et en grandissant, on les aime aussi maintenant. Mais c'est un peu comme ça la course à pied en fait. Il faut C'est quel prendre le légume alors temps. la course à pied? Le chou de Bruxelles? Le brocoli? Pour moi, c'est plutôt le chou de Bruxelles. D'accord. Non, mais en fait, il faut se laisser du temps, mais il faut pas baisser les bras, parce que c'est sûr que si au bout de la première séance, on se dit ah, c'est pas fait pour moi, ça marchera pas. Mais il faut pas baisser les bras, faut rester déterminé. Je pense que se fixer un objectif, ça peut aider. Moi, au départ, mon objectif, c'était de réussir de faire le tour du parc qui faisait 5 kilomètres. Donc voilà, chacun a son objectif à son échelle et à son niveau, mais je pense que c'est important. Merci beaucoup. Je pense que c'est un enseignement qui est très précieux pour beaucoup de nos auditeurs. On va parler très brièvement d'avenir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite qui est prévue? Alors, il y a une suite qui aura pu être possible puisque avec cette victoire, tu te retrouvais qualifié pour la CCC pour cet été. Est-ce que c'est le choix que tu as fait? Et puis voilà, en gros, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les prochains objectifs qui t'attendent? Ouais, alors je vais pas aller à la CCC en 2023 parce que j'ai déjà réservé mes vacances et aussi parce que c'est une course dont je rêve vraiment et que j'ai envie de la préparer et d'y aller avec tous les bagages nécessaires. Enfin, j'ai pas envie de gâcher cette course et j'ai envie de la vivre presque aussi bien que celle que j'ai vécue en mai, donc j'ai envie de préparer cette course correctement. Mais du coup, en juillet, j'irai du côté de Courchevel pour la Mila X Trail. Et après, en août, je ferai une petite coupure sans dossard, en prenant que du plaisir. J'irai aussi faire un trek dans la Pyramenta entre copines. Et fin d'année, je vais très certainement faire un trail par chez nous, en Alsace. Et du coup, je suis en pleine réflexion pour la Saint-Élion. Voilà. Le retour. Cette fois, tu vas suivre Ben ou ce sera chacun pour sa peau? On hésite à faire le relais de 2 du coup. Parfait, bon, beau programme. Et donc 2024, on a le chance de 3G à Chamonix fin août. Ouais, c'est certain même. Merci beaucoup Tiffany. Je te propose de conclure cet épisode avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui a particulièrement du sens pour toi et que tu aurais envie de partager avec nous? Ouais, alors moi je me dis souvent qu'il n'est jamais trop tard ou qu'il n'est jamais trop tôt pour réaliser ses rêves. Donc
des fois, il faut pas trop réfléchir et foncer. Tu l'as réalisé ton rêve? Un de tes rêves? Là, je pense qu'en partie, ouais, quand même. Merci beaucoup, Tiffany. C'est malheureusement la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir, je vais le dire une dernière fois, ce trail Alsace Grand Est by UTMB qui a été, de ce que j'ai entendu de façon unanime, une grande réussite. Il a été en tout cas incontestablement pour toi. Je suis très heureux d'avoir pu échanger avec toi et puis que tu nous partages ainsi ton parcours de vie plus globalement. Est-ce que tu as pu raconter aussi ta vie plus personnelle? C'était vraiment hyper intéressant de t'entendre en parler aussi librement. Ton histoire avec la course à pied, en tout cas, c'est une parfaite illustration que tout est possible et que chacun a la capacité de pleinement s'accomplir et de progresser dans le sport, même si rien ne semble l'y prédisposer, plus particulièrement sur le papier. En tout cas, voilà, pour certains, elle peut mener jusqu'aux plus hautes marges du podium, comme ça a été ton cas, mais c'est pas une finalité en soi. En tout cas, voilà, à chacun son Everest et nul doute que tu vas repousser encore les limites du tien, j'en suis convaincu. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures. Elles seront belles à n'en pas douter. Et puis, j'espère qu'on se croisera très bientôt sur les sentiers. Ce sera peut-être dans un sas de départ parce qu'après, j'ai plus aucune chance de te revoir. Tu seras déjà bien loin devant. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vie fera qu'on aura le plaisir de se croiser avec un dossard sur le ventre ou pas. En tout cas, à minima, des baskets aux pieds. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.